Bonjour à tous et bienvenue en cette journée spéciale de la laïcité. Je vous remercie d'être aussi présents. J'invite mes collègues adjoints à nous rejoindre sur le devant. Il y a encore de la place. Je vais laisser la parole à Monsieur le Proviseur pour un petit mot d'introduction. Et ensuite, les intervenants qui sont à cette table et qui ont accepté de venir en ce jour très particulier se présenteront. Merci. Merci Madame Savajol, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont dans leur salle de classe. Aujourd'hui est une journée importante, c'est la journée de la laïcité. Elle a semblé pour nous au lycée Louis Pergaud encore plus importante compte tenu des événements dont vous avez tous entendu parler avant les vacances de la Toussaint. Encore plus importante parce que pendant les vacances de la Toussaint, et certains d'entre vous étaient présents lors de la commémoration qui a eu lieu dans la cour avec l'ensemble de la communauté éducative, élèves, parents, agents, professeurs, personnel de direction. Donc cette journée de la laïcité a pour nous un sens très particulier et c'est la raison pour laquelle je remercie Monsieur Jérôme Conscience, qui est président de la LICRA de Franche-Comté, d'être présent pour cette conférence de ce matin, ainsi que Monsieur Franck Defrane, qui est membre qui est membre de la commission nationale de la LICRA et du commission nationale éducation, si c'est bien cela. Voilà. Je remercie Madame Savajol et l'équipe, le groupe de pilotage laïcité et liberté d'expression qui s'est mis en place avec les professeurs. Et puis je tiens particulièrement à vous dire, chers élèves, qu'aujourd'hui il est important d'écouter, d'entendre, mais il est aussi important de participer, de questionner. Et les personnes qui sont à cette table seront là pour vous répondre. Ne partez pas de cet amphi, de la salle de classe à 10 heures en ayant encore des questions en tête. N'hésitez pas à les poser. Alors la procédure utilisée pour les salles de classe, c'est le chat. Le professeur chattera les questions des élèves. Alors il y a des élèves qui entrent dans l'amphi encore. Je vais m'interrompre quelques instants. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans les salles de classe également. Votre professeur chattera la question qui arrive en direct sur le poste de Madame Savajol, qui la posera ici à l'amphithéâtre. Voilà, journée importante. Je remercie les professeurs de s'être associés à cette conférence, tous les professeurs qui ont bien voulu prendre leurs élèves ce matin à 8 heures pour pouvoir j'allais dire assister, je dirais plutôt participer à cette conférence. Et merci encore à nos intervenants. Et je leur laisse la parole. Bonjour à tous. Merci, Monsieur le Proviseur, de votre invitation. Merci, Madame la Proviseure adjointe. Nous sommes ici ce matin avec vous pour échanger sur la laïcité et les valeurs de la République. Petit aparté, j'étais élève ici et c'est pas sans émotion que je me retrouve dans cet amphi où j'allais dans la cafétéria juste en face prendre mon café le matin. Ça remonte à quelques années, mais j'en garde de très bons souvenirs et je suis vraiment très content d'être ici ce matin. Alors nous intervenons au nom de la LICRA. Effectivement, Monsieur le Proviseur m'a présenté en vous disant que j'étais le président régional de la LICRA depuis 2017. Franck Defrane, je lui laisserai la parole tout à l'heure, s'occupe de la commission éducation dont il vous parlera. Alors la LICRA, vous entendez peut-être des fois parler de la LICRA sans forcément savoir ce que l'on fait et d'où on vient. La LICRA, c'est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. On s'occupe de tout ce qui est combattre l'antisémitisme, le racisme et d'une manière un peu plus générale les discriminations. Évidemment, on aborde les thématiques de valeurs de la République et de laïcité. On en parlera un peu plus loin. Alors d'où vient la LICRA? La LICRA, elle est née d'un drame à Paris en 1926. Il y a une affaire, l'affaire Petli-Oura,
où Samuel Schwartax, un militant révolutionnaire juif, tue en plein Paris un Ukrainien nationaliste, auteur de pogroms. Les pogroms, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le fait de massacrer et de piller des juifs, fait par le reste de la population. Il le reconnaît à Paris. Il voit en ce responsable celui qui a tué ses semblables, et donc il le tue. Il le tue et il va directement se dénoncer à la police en disant voilà, je viens de tuer ce responsable ukrainien auteur de pogrom, je me constitue prisonnier, je l'ai tué parce que c'est l'auteur de pogrom, il a assassiné des juifs en Ukraine. Il va y avoir un procès, il va être acquitté, et au cours de ce procès, un journaliste, Bernard Lecache, issu d'une famille juive ukrainienne, très touché par ce qui vient de se passer, va créer la Ligue contre les pogroms, justement pour soutenir médiatiquement Samuel Schwarzbach. Cette ligue contre les pogroms, après le procès, va devenir la LICA, la Ligue internationale contre l'antisémitisme. Alors depuis 1927, la LICRA, 1927 c'était la LICA, mais va s'occuper de racisme et d'antisémitisme. Il faudra attendre cependant 1979 pour que ça devienne la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, et que ça intègre dans son appellation le racisme, alors qu'elle s'en occupait déjà. Dans les particularités de notre association, nous sommes réellement universalistes, c'est-à-dire qu'on s'occupe de toutes les sortes de racisme et d'antisémitisme. On est apolitique dans le sens où on n'est ni de droite ni de gauche, ce qui ne veut pas dire que dans les membres de la LICRA, il n'y ait pas d'élus, il n'y ait pas des gens qui soient de sensibilité de droite ou de gauche, mais on tient à une neutralité, ce qui nous donne une grande indépendance par rapport aux différents partis politiques et ce qui nous permet d'agir partout de manière relativement neutre. Alors dans ce qui fait notre ADN en tant que LICRA, on est profondément attaché aux valeurs de la République. Nous défendons l'universalisme des droits de l'homme. Nous combattons tous les racismes, y compris le racisme anti-blanc, tous les antisémitismes, y compris l'antisémitisme qui se cache derrière l'antisionisme. Nous combattons ce qui met en danger notre République, l'extrême droite identitaire, l'islamisme et l'extrême gauche indigéniste. On est fort d'une longue expérience depuis 1927. Alors quand je dis on, je parle de nous, membres de la LICRA. On dispose aujourd'hui de 62 sections dans différentes villes de France. Donc, nous, on représente celle de Besançon. On a plus de 3000 militants en France et à l'étranger, et nous sommes reconnus d'intérêt général. On a des conventions qui sont régulièrement renouvelées avec le ministère de l'Éducation, Jeunesse et Sport, ministère de l'Intérieur. Il y a eu une petite pause, une micro-pause pour des petits soucis de personnes, mais c'est en train de se régler. Et ce qui nous donne une totale légitimité pour intervenir, comme ce matin, devant vous. Alors la LICRA, pour en venir au sujet qui nous occupe aujourd'hui, la LICRA défend la laïcité et les valeurs de la République, liberté, égalité et fraternité. Qu'est-ce que la laïcité ? Alors, on intervient souvent dans des établissements scolaires
pas sous cette forme-là, plutôt devant une classe. On arrive à 2 intervenants, souvent au collège, mais ça nous arrivait aussi au lycée. Hervé, on est venu dans ta classe l'année dernière, devant des premières, je crois. Donc voilà, quand on nous sollicite, on essaie de venir en intervention le plus possible. Et lorsqu'on aborde la laïcité, ce qui est assez frappant, c'est que souvent, les élèves nous disent ah, la laïcité, c'est ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et précisément, on rebondit toujours dessus en se disant non, justement, la laïcité, c'est pas ce qu'on n'a pas le droit de faire. La laïcité, elle n'est pas négative. La laïcité, elle permet. C'est quelque chose qui nous permet, avec nos différences, de pouvoir vivre ensemble. Et donc, on va pas tarder à mettre la petite première petite vidéo. Je voulais me présenter un petit peu la commission. Ah, pardon. Excuse-moi. Oui, je voulais. On vous a dit tout à l'heure que voilà, j'étais membre de la commission éducation à Paris, et je voulais un petit peu vous présenter les gens avec lesquels on travaille, parce que donc la LICRA intervient dans les établissements, dans les collèges, dans les lycées depuis de nombreuses années, et puis ces actions, elles sont coordonnées par donc cette commission éducation qui est présidée par Bernard Ravet. Alors, Bernard Ravet, c'est ce proviseur, c'est ce principal de collège qui a œuvré pendant plusieurs années dans les quartiers nord de Marseille, et qui a conté son expérience dans un livre qui s'appelle Principal de collège ou Imam de la République. Dans cette commission éducation, on retrouve aussi Jean-Pierre Robin. Jean-Pierre Robin, c'est un inspecteur général de l'éducation nationale. Les inspecteurs généraux, c'est le corps de hauts fonctionnaires qui est vraiment spécialiste dans les affaires d'éducation, et qui livre des rapports régulièrement au ministre. Donc en 2004, Jean-Pierre Robin, il remet au ministre de l'Éducation nationale de l'époque, François Fillon, un rapport où il pointe les atteintes à la laïcité. Alors, alors on a coutume de dire que l'armée est la grande muette parce que les militaires ont longtemps été dépourvus du droit de vote, mais on peut dire qu'à l'époque, le ministère de l'Éducation nationale, c'est un peu la grande aveugle, parce que on est dans un déni de certaines choses. On est dans une minoration systématique des faits. Voilà, on aime bien mettre la poussière sous le tapis, et puis on est dans le pas de vague, pas de vague, érigé en doctrine permanente. Voilà. Donc ce rapport, il est tout de suite enterré. Voilà. Mais ça, c'était pour vous dire un petit peu les gens avec lesquels on travaille à Paris pour faire avancer les thèmes de laïcité au niveau de la jeunesse. Voilà. Là, je pense qu'on peut lancer cette petite vidéo qui va vous présenter un petit peu ce qu'est la laïcité en quelques minutes. La laïcité, qu'est-ce que c'est? Le mot laïcité vient d'un mot grec signifiant le peuple, à l'exception du membre du clergé. La laïcité s'est développée avec la démocratie, et elle est devenue l'un des piliers de la République. Elle est inscrite dans la Constitution depuis 1946. La laïcité établit l'autonomie du politique par rapport aux religieux. Elle se décline en 5 propositions. Les églises et l'État sont séparés. La citoyenneté est indépendante de la confession. La loi civile est émancipée de la loi religieuse. L'État ne privilégie ni ne salarie aucun culte, et les agents de l'État doivent observer une stricte neutralité. Le service public est au service de l'intérêt général, non des intérêts particuliers. La laïcité est un des grands concepts de la philosophie politique qui prend sa source dans le principe d'égale dignité des personnes, sans distinction de rang social, de sexe ou de religion. Le socle de la laïcité est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui reconnaît les libertés fondamentales de conscience, de culte, d'opinion. La laïcité garantit l'égalité entre celui qui croit en Dieu et celui qui n'y croit pas, entre le fidèle de telle religion ou de telle autre. C'est une égalité de droit, individuelle, et c'est pour cela que la laïcité instaure une fraternité qui n'est pas celle de l'entre-soi communautaire, ni une relation à l'autre fondée sur le
résumé, la laïcité désigne un principe, l'égale dignité des personnes indépendamment des origines ou des appartenances, une philosophie, celle des droits de l'homme, un corpus juridique constitué de lois, notamment celle du 9 décembre 1905 pour protéger les libertés, une méthode de pensée fondée sur la raison, l'esprit critique, la liberté de la recherche et de la création sans censure, un mode d'action mettant en œuvre le pluralisme des opinions et le débat démocratique. Ceux qui n'ont jamais connu la démocratie, qui veulent imposer aux autres leur façon de croire ou de penser, qui se sentent investis d'une mission prosélyte, ont du mal à penser la laïcité. Cette idée que l'on peut changer de croyance, critiquer une religion, accepter la controverse, ou tout simplement laisser entendre que l'autre a peut-être raison. Voilà une petite vidéo introductive qui, voilà, en quelques minutes, nous présente les grands points. Si vous voulez, on peut aller un petit peu plus dans le sujet, en vous parlant du cadre juridique. Un des 4 piliers de la laïcité, c'est la protection de la liberté de conscience. Donc, on a compris que ça voulait dire que à chacun d'entre nous est donné la possibilité de croire dans la religion de son choix ou, s'il ne croit pas, de ne croire en rien du tout. On peut également changer de religion et puis également critiquer la religion. Ça fait partie d'un ensemble qui est la liberté de conscience. La deuxième liberté, c'est la liberté de culte. Voilà. Les nouvelles religions qui n'existaient pas en 1905, telles que l'islam ou le bouddhisme, ont trouvé leur place dans les républiques. Elles ont acquis les mêmes droits que les religions plus anciennes. Voilà. Oui, qui n'existaient pas en France. Ouais. Le troisième pilier, celui de la séparation du politique et du religieux. Donc, cela veut dire que chacun se mêle de ses affaires. L'État se mêle des affaires d'État, mais pas de religion. Et inversement, la religion ne se mêle pas des affaires d'État. On avait à l'époque une église catholique au début du siècle qui a interféré dans les affaires de l'État, notamment au moment de l'affaire Dreyfus. Et voilà, ça a été une des raisons de cette loi. Quand on dit n'interfère pas dans les affaires de l'autre, ça ne veut pas dire une indifférence totale. On peut avoir des relations entre l'État et les religions. Le ministre de l'Intérieur est ministre des cultes et il dialogue régulièrement avec les membres du clergé. Et puis, la France a une ambassade au Vatican également, et vice-versa. Voilà. Le deuxième élément de cette séparation, c'est l'interdiction de financement. L'État et ses administrations, ses collectivités territoriales n'ont pas la possibilité de financer ni directement ni indirectement les cultes, ou que ce soit la construction d'édifices de culte ou bien avoir des prêtres comme salariés. Voilà. Le dernier cadre, dernier pilier, c'est l'égalité du citoyen devant la loi. Donc, tout le monde, chacun est traité indifféremment par l'État et par son administration, quelle que soit sa religion ou son absence de religion. Le fonctionnaire est tenu de son côté à un devoir de neutralité, devoir de réserve et devoir de neutralité. Il ne peut pas porter de signes distinctifs. Voilà un petit peu le développement du cadre juridique. Voilà. Tout ça pour dire que la laïcité, ce n'est pas une opinion, mais c'est la liberté d'en avoir une. Quand on est citoyen dans un pays comme le nôtre, ça veut dire accepter un pacte qui est constitué de droits inaliénables, de droits fondamentaux, mais également d'obligations qui sont tout aussi obligatoires. On ne peut pas choisir ce qui nous arrange, on prend le pacte tout entier. Voilà. Donc, les limites à ces libertés, bon, voilà, c'est les troubles à l'ordre public, mais on le verra on le verra un peu plus tard. On peut aussi rebrosser les différentes dates de la laïcité de manière un peu plus chronologique. Avant 1789, on vivait dans un état d'intolérance
où le catholicisme était la religion d'État et où c'était l'Église qui avait le monopole des actes d'état civil. Voilà. Un acte de naissance, de baptême, de mariage ou de décès, c'était l'Église qui le rédigeait. Ce qui voulait dire que si on n'était pas baptisé, on n'avait quasiment aucune existence légale. Et puis, un juif ou un protestant avait très très peu de droits. Voilà, c'était un citoyen de seconde zone. Tout change avec la Révolution. Voilà. Dorénavant, ce sera l'État et son administration communale qui sera chargé de l'état civil. Voilà. Ça, c'est la première grande avancée. En 1789, on a également la proclamation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, c'est quelque chose d'énorme pour l'époque. Hein. C'est la première fois qu'on pose ces libertés fondamentales, hein, les libertés de conscience, de culte, d'opinion. On peut être fier d'avoir été si innovant en la matière, parce que dans l'histoire de l'humanité, c'est vraiment une date exceptionnelle. Ouais. On avance d'un petit siècle et puis on se retrouve en 1882. On a Jules Ferry qui est ministre de l'Instruction publique et donc lui, il crée l'école primaire laïque et obligatoire. Donc on abroge la loi de 1850 qui obligeait l'éducation morale et religieuse. Hein. Et puis on dit qu'à présent, on libère un jour dans la semaine, ce sera le jeudi, et puis les enfants pourront aller suivre la religion de leur choix s'ils le souhaitent et s'ils ont terminé les travaux au champ. Et donc, on passe en 1905. Alors, en 1905, on a parlé de l'affaire Dreyfus qui a secoué l'État français, avec l'Église catholique qui a beaucoup pesé de son influence. Et donc, on a tous les parlementaires qui sont très actifs sur le sujet. Il y a deux lignes qui s'affrontent. On a la ligne d'Émile Combes, qui est président du Conseil, qui, lui, veut affaiblir durablement les religions. Il veut éradiquer complètement de l'espace public toute référence aux religieux. De l'autre côté, on a Aristide Briand, qui est le rapporteur de la loi, qui est plutôt dans une volonté de compromis. Et donc, c'est sa ligne qui va gagner. Et ce sera donc une loi d'apaisement. Donc, on vote le 9 décembre 1905, cette fameuse loi. Il ne faut pas oublier qu'au début du siècle, entre 1902 et 1906, ça s'est fait dans la douleur, hein, toutes ces histoires. On a plus de 2500 religieux qui n'acceptaient pas la primauté des lois de la République, qui ont été expulsés de France. Hein. Ça n'a pas été quelques poignées d'imams, ça a été 2500 religieux qui ont été expulsés. Donc, 1946, c'est une nouvelle étape, c'est la sacralisation du principe. On inscrit dans notre plus haute norme juridique, hein, dans la Constitution, ce principe de la laïcité. En 1958, c'est repris également. Hein. Aujourd'hui, c'est l'article 1er de la Constitution qui fait référence à un État laïque. Alors, quand on sait ô combien il est difficile de bouger une Constitution, ô combien... ça veut dire qu'on y attache une importance fondamentale. Une petite référence à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout ça pour un petit peu montrer le rôle moteur et d'exemple que la France peut avoir au niveau international ou européen. Hein, c'est une loi qui reprend un petit peu toutes les libertés qu'on avait déjà vues. Et puis, la dernière date qu'on peut évoquer, c'est la loi de 2004 sur les signes ostentatoires. Pour bien comprendre cette loi, il faut l'appréhender sous le prisme de le rapport entre laïcité et élève. Hein. Parce qu'on a vu la laïcité avec l'État, avec les différentes lois, la laïcité avec l'école, avec la loi de Jules Ferry, la laïcité avec les enseignants, hein, on a vu les obligations des fonctionnaires. Voilà. Concernant les élèves, il y a plusieurs choses qui interviennent. Dans le code de l'éducation, hein, on a ce principe de neutralité qui est important. Et on nous rappelle que les principes de liberté d'information et d'expression ne doivent en aucun cas porter atteinte à l'activité d'enseignement. On peut s'exprimer, hein,
pas de problème, mais pas au point d'empêcher un enseignant de faire son cours. Le strict respect des programmes est exigé. Voilà. Et cette loi de 2004 qui proscrit tous les signes vraiment visibles, ostensibles, ostentatoires, voilà. Elle est faite dans un but d'éviter tous ces actes de pression, les provocations, le prosélytisme, voilà, toutes ces atteintes qui pourraient troubler l'ordre public d'un établissement. Voilà pour ce petit rappel. Est-ce que on peut parler des idées fausses qu'on peut rencontrer parfois dans les Alors dans nos visites? pour les idées fausses, avec Franck, on a décidé de faire un peu, de se renvoyer un peu la balle, hein. J'énonce une idée fausse et il y répond, et après c'est l'inverse. Et du coup, ça pourra peut-être faire jaillir en vous des questions, et par la suite, ça sera vous qui pourrez continuer avec des questions. Mais ça nous semblait important de commencer à parler des idées fausses qu'on entend souvent. Première idée fausse, Franck, est-ce que la laïcité est un produit français? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la laïcité a une vraie antériorité française, ça c'est sûr, hein. On a été vraiment les premiers, on l'a porté très haut et on est assez moteur en la matière. Maintenant, cela dit, on n'est pas les seuls au monde à parler de laïcité. On a plusieurs États, hein, une dizaine qui sont laïques et qui ont des références dans leur constitution à la laïcité, hein, tels que le Portugal, l'Espagne, le Mexique. On a même un pays musulman, la Turquie, qui a une constitution laïque. Là, c'était une innovation de Kemal Atatürk en 1923. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de pays qui sont séculiers, c'est-à-dire que la religion est absente du débat public. Et puis, on a évidemment de nombreux pays qui ont des religions d'État, telles que l'Angleterre avec l'anglicanisme, la Norvège avec l'Église luthérienne, on a les pays musulmans tels que le Maroc ou le Qatar, ou les pays bouddhistes avec le Cambodge ou la Thaïlande. Voilà. Mais c'est pas une exception française. D'ailleurs, on a des idées qui peuvent naître dans un pays et avoir une vocation plutôt universelle, hein. L'habeas corpus est né en Angleterre, hein, ce refus de l'arbitraire, et puis il a vocation à être plutôt universel. Et pareil pour la démocratie qui est née à Athènes. Voilà, donc je rappellerai aussi que le mot laïque, ça veut dire depuis plus de 100 ans que c'est quelqu'un qui a une activité dans une église, mais sans être prêtre, sans être ministère du culte. Voilà. C'est comme ça c'est un petit peu l'équivalent du civil par rapport au militaire, quoi. Voilà. Monsieur Defrane, une petite question d'élève. Vous avez utilisé le terme tout à l'heure prosélytisme. Est-ce que vous pouvez l'expliquer aux élèves? Oui, le prosélytisme, c'est faire la promotion de sa religion, hein. C'est faire pression sur son entourage pour se convertir à sa religion. Ça. Une autre idée fausse, Jérôme. Est-ce que la laïcité serait la négation du religieux? Est-ce qu'elle se confondrait pas un petit peu avec l'athéisme? Alors justement, c'est une idée fausse qu'on entend assez régulièrement, et c'est justement un contresens, puisque la laïcité, elle reconnaît toutes les religions, sans en préférer aucune. Elle n'émet pas de hiérarchie de valeurs entre les croyants et les non-croyants, entre les différentes croyances, et donc elle assure la liberté de conscience, liberté de conscience et égalité de gestion des cultes des croyants et des non-croyants. Donc c'est vraiment un principe qui permet une neutralité et un égal traitement de tous les individus. L'athéisme, alors peut-être juste sur l'athéisme, effectivement, que ça soit bien clair pour tout le monde, l'athéisme, c'est le fait de ne pas croire en Dieu. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne croit en rien.
Les gens qui sont athées peuvent très bien croire dans des considérations philosophiques ou dans la science ou croire en eux. Hein. C'est pas non plus le néant. Et il y a une position intermédiaire. Il y a aussi les agnostiques qui, du coup, sont dans le doute et choisissent de ne pas, justement, être croyants ou de ne pas être non-croyants en se disant que finalement, vu qu'ils savent pas, eh ben, ils évitent la question. Il y avait une question. Oui, il y a une question. Donc, ce que vous dites, c'est vrai, mais dans les faits, depuis maintenant quelques années, il y a une sorte de dogmatisme laïciste qui est né, qui est une idée qui serait de se servir de la laïcité pour justement abolir les religions et les contraindre. Effectivement, la question est bonne et je vous remercie de me dire que ce que je dis est juste, ça me rassure. Effectivement, il y a toujours possibilité pour certains individus avec de mauvaises intentions. Effectivement, il y a des individus qui veulent s'attaquer aux religions, qui ne supportent pas l'idée qu'il y ait dans l'espace public des manifestations des croyances et qui peuvent utiliser l'idée qui se font de la laïcité pour attaquer ces croyances ou ces croyants. Encore une fois, à ce moment-là, il y a tout un arsenal juridique qui permet de porter plainte, d'aller en justice, et à ce moment-là, on bascule dans le juridique et dans le pénal. Et là, à ce moment-là, quand il y a des gens qui sont attaqués pour leur religion, parce qu'ils veulent librement, dans les règles de la République, pouvoir vivre leur religion, à ce moment-là, une association comme la nôtre les soutient et les soutient, se porte éventuellement partie civile et va avec eux en procès. Oui, parce que dans les médias, il y a une sorte de banalisation de ce dogmatisme laïciste, et notamment dans le cadre d'une volonté islamophobe, d'une volonté d'interprétation islamophobe de la laïcité qui viserait à réduire à néant l'islam, car il considérait l'islam comme une religion incompatible avec la laïcité, avec la démocratie. Alors, il y a une double question dans la question que vous me parlez, que vous me posez. Je me trompe peut-être, mais je vois en pointillé le problème de ce qu'on appelle l'islamophobie. Alors, c'est quoi l'islamophobie? Nous, à la LICRA, c'est un terme qu'on utilise peu parce qu'on le récuse dans le sens où c'est un peu un terme qui permet de ne surtout pas aborder les différents problèmes. L'islamophobie, c'est trois choses. C'est la critique de l'islam, mais une critique, elle n'est pas forcément négative. Hein. Quand on a une critique de film, c'est dire ce qu'on aime bien, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on voudrait améliorer, ce qu'on voudrait voir évoluer. C'est ça, critiquer. Donc la critique de l'islam, c'est plutôt sain comme critique de n'importe quelle pensée ou n'importe quelle religion. D'ailleurs, ça ne devrait même pas poser problème. Le deuxième point qu'il y a dans l'islamophobie, c'est la peur de l'islam. Là aussi, on ne va pas encourager les gens à avoir peur, mais on peut très bien avoir peur de l'islam, comme on a peur des araignées ou comme on a peur de... voilà, c'est personnel, ça ne relève pas d'un problème juridique, un problème de loi. En revanche, dans l'islamophobie, il y a aussi le racisme anti-musulman, et ça c'est condamnable. Et nous, là, on monte au créneau lorsque des gens sont attaqués parce qu'ils sont musulmans. Pour le coup, on est dans du racisme anti-musulman. Donc on préfère, malgré tout ce qui peut se dire à la télé, dans les journaux, hein, je vous invite quand même à surveiller les médias que vous écoutez, et puis à essayer de trouver des informations qui sont vérifiées et qui sont vérifiées et vérifiables et qui sont sérieuses. Et c'est pas monsieur le journaliste qui me dira le contraire. Méfiez-vous de tout ce que vous pouvez entendre à la télé. Hein. Il n'y a pas... souvent, on essaie de faire le buzz et on caricature un peu tout ça. Est-ce que je réponds à votre question? En partie.
question, Monsieur Conscience. Vous avez parlé de racisme anti-blanc. Oui. Qu'entendez-vous exactement par cela? Alors, dans le sens où on est universaliste, on intègre toutes les formes de racisme. Le racisme, c'est quoi? Déjà, avant de parler des différentes sortes de racisme, il faut se demander ce qu'est le racisme. C'est le fait de rejeter quelqu'un pour une différence physique, visible, ou une appartenance réelle ou supposée à une religion. Donc on le rejette pas pour ce qu'il fait, mais on le rejette pour ce qu'il est. Et dans ce sens-là, on est dans du racisme, quelque chose qui est puni par la loi, c'est pas une opinion, hein, le racisme c'est un délit. Et donc effectivement, force est de constater que le racisme c'est souvent le fait d'une majorité d'individus qui va s'attaquer à des individus minoritaires. Et ça dépend des endroits. Évidemment, lorsque on a quelqu'un qui est noir ou qui est d'origine asiatique ou qui est d'origine maghrébine, qui va se faire insulter, qui va ne pas pouvoir trouver de travail parce qu'on n'aimera pas sa tête, on n'aimera pas son nom, effectivement, on est dans du racisme, entre guillemets, classique, ou sur lequel tout le monde s'accorde. En revanche, un enfant qu'on ne peut pas scolariser dans une banlieue parce qu'il est juif ou parce que c'est le seul à être blanc dans une classe de gens métissés, évidemment, il arrive qu'ils subissent des pressions, qu'ils se fassent éventuellement molester, agresser. Et là, on est, pour le coup, on est dans ce qu'on appelle le racisme anti-blanc. D'autres questions ? Bonjour, moi je voudrais poser une question. Comment dire ça? En ce moment sur les réseaux, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a plein de gens en fait qui utilisent des mots un peu barbares pour des termes très propres, et il y a des termes un peu bizarres qui sortent pour désigner une personne qui n'est pas du tout ce qu'il est. Et moi, je voudrais savoir qu'est-ce que fait, en fait, puisque vous êtes de la commission de l'éducation, qu'est-ce que fait l'État par rapport à ces questions-là de réseau, de racisme sur les réseaux, de cyberharcèlement, de tout ça? Oui, alors en fait, vous évoquez un petit peu les dérives de la liberté d'expression et puis ses limites. C'est un petit peu ça? L'autre jour, je me suis battue avec un buté parce qu'il pensait vraiment que la liberté d'expression ne s'appliquait pas au culte. Et il était en train de partir dans un délire un peu extrême, et je me suis dit, je vais arrêter de parler avec lui parce que ça n'ira pas. En fait, j'aimerais beaucoup savoir ce qu'on peut faire pour quelle réponse on peut amener de correct à ces gens, pour voir comment on peut les modifier leurs pensées. Bien sûr. Pas Alors, modifier leurs pensées, mais oui, je me comprends. donc on a évoqué le droit d'expression, mais voilà, faut pas oublier qu'il est limité par un certain nombre d'éléments, hein. Ces éléments, c'est tout ce qui nuit à la personne, hein. Tout ce qu'on peut dire des attaques personnelles, hein. On a tout ce qui est propos injurieux, hein. Quand on injurie quelqu'un, on n'a pas le droit. C'est condamnable. C'est un délit de droit commun. Tout ce qui est discriminatoire, hein, on l'a vu, ça peut être en fonction de la religion, ça peut être en fonction du physique ou d'autres choses. Et c'est aussi la diffamation, hein. On ne peut pas mentir, porter des mensonges sur quelqu'un. Voilà, ça c'est interdit. On ne peut pas user de violence, on ne peut pas utiliser l'image de quelqu'un sur Internet sans son consentement. Non, ça c'est totalement proscrit. Alors bon, certains de ces délits peuvent être accompagnés dans la lutte contre le racisme, bien sûr. Voilà. Mais ce sont des délits de droit commun qui ont pas de rapport avec la laïcité, hein. On a vu que la laïcité, c'était vraiment la liberté, hein, et que voilà. On peut critiquer une entité abstraite, hein, on peut critiquer une religion, un dieu,
mais on ne peut pas critiquer une personne parce qu'elle dira, voilà, elle, à cause de la religion. Tu veux que je complète? Oui. Alors sur les réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est ça, non? Ouais, ils sont en train de Donc partir un peu. il y a un double problème, c'est que il y a énormément de gens qui ne sont pas avec leur propre identité, donc ils ont une sorte d'impunité, ils sont cachés. Une sorte d'impunité parce que il peut y avoir des signalements de faits et ça peut déboucher sur des plaintes et des condamnations. Donc, parce que si ça devient réellement grave, hein, s'il y a menace de mort, il y a plainte. S'il y a plainte, il y a instruction. Et on retrouve très facilement les personnes. Il faut vraiment être un as de l'informatique pour réussir à tout cacher. En général, on va toujours retrouver des traces. Donc, il y a toujours possibilité. Alors, soit on a l'impression qu'on se sent un peu missionnaire et puis on passe du temps à essayer de convaincre les gens. Il y a des gens qu'on n'arrivera jamais à convaincre parce que il y a un moment, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, hein, si vous me pardonnez l'expression. Il y a toujours possibilité de signaler. Ce qui me semble plus intéressant, c'est d'essayer d'empêcher que cette personne puisse continuer à diffuser ses inepties plutôt que de réussir à le convaincre, surtout si c'est vraiment très atteint. Oui, parce que lié à la République française et à la laïcité, du coup, il y a beaucoup de gens qui utilisent la liberté d'expression contre la laïcité. Je sais pas si vous en êtes rendu compte. Ah si. Oui, non, mais bien sûr, bien Tous les sûr. jours. Bah, après, on tombe sur le coup de la loi, de ce qui est permis, de ce qui n'est pas permis dans une république, hein. Nous, on est, bon, à l'ICRA, on est très content de vivre dans un pays laïque, un pays où la liberté d'expression est extrêmement importante, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays. On est souvent choqué quand on nous dit qu'on n'est pas dans un état de droit ou qu'on est dans des dérives extrêmement liberticides. Il conviendrait des fois d'aller voir ce qui se passe dans le reste du monde pour se rendre compte à quel point les valeurs de notre République, la laïcité et la liberté d'expression, sont importantes et continueront à être importantes. Mais un petit complément sur les réseaux sociaux. Longtemps, voilà, les réseaux sociaux ne se sont pas sentis responsables du contenu des propos échangés sur leur plateforme. Ils ne se sentent toujours pas responsables, mais la loi maintenant leur donne un certain nombre d'obligations, et c'est notamment voilà, de retirer du contenu quand on leur signale un contenu qui est contraire à la loi. Donc voilà, il faut faire ces signalements, hein. Il y a non seulement éventuellement le volet pénal qui peut être fait, mais il y a aussi le signalement à la plateforme. Voilà, ils ont l'obligation de retirer, de modérer sous peine de lourdes amendes. Alors c'est un arsenal législatif qui est très récent, qui doit être encore amélioré, mais c'est plutôt une bonne avancée. Merci beaucoup. Je te pose une question? Oui. Ah, c'est mieux quand il y a des questions dans le public. Toujours la même. Vous niez un petit peu les dérives liberticides de la laïcité, mais la loi de 2004, c'est quand même une sorte de dérive qui empêche une liberté, c'est la liberté de se vêtir comme on veut, puisqu'elle interdit elle proscrit le port du signe religieux dans les établissements scolaires. D'ailleurs, c'est assez contraire au traité européen qui affirme que la pratique du rite en public, c'est une liberté fondamentale. En plus de cela, l'instigateur de la laïcité, Aristide Briand, il disait que c'était tout à fait possible de porter un signe religieux dans les établissements scolaires. Et cette interdiction de signe religieux, elle exclut de l'enseignement certaines personnes qui veulent porter le voile et qui ne veulent pas l'enlever, par exemple, dans les établissements scolaires. Et donc, ça exclut de la République certaines personnes. Et ça crée une sorte de séparatisme d'État. Et c'est contraire à au but principal de la laïcité, qui était d'inclure tout le monde. Alors, là encore, il y a plusieurs questions en une. Je vois pas en quoi c'est contraire à la laïcité. N'oubliez pas que dans un établissement scolaire, les élèves sont là pour apprendre. Apprendre le plus sereinement possible,
sans se sentir oppressé, sans se sentir ennuyé, embêté, influencé par des comportements inappropriés. Comportements inappropriés, à savoir comportements qui pourraient conduire à des pressions. En tant qu'élève, votre but, c'est d'apprendre et d'avoir votre examen. C'est pas le cas en faculté et dans l'enseignement supérieur où il y a uniquement des adultes. Deuxième point, effectivement, vous n'êtes pas tous adultes, vous êtes encore mineurs. L'établissement scolaire est responsable de ce qui se passe dans sa structure. C'est inimaginable qu'il y ait des pressions qui soient faites, des pressions voulues ou des pressions subies du fait de signes marquants. Alors on parle de religion, mais ça marche aussi pour le politique. Un élève ne peut pas afficher de manière ostentatoire, c'est-à-dire très visible, ses opinions politiques. Imaginez quelqu'un qui arrive avec le drapeau du Front National. Ça pourrait ennuyer énormément de personnes. Ça créerait quelque chose d'assez tendu dans une classe. Vous n'êtes pas en classe pour arriver la boule au ventre en étant tendu, en vous sentant soit offensé, soit en vous sentant mal. Les signes religieux ne sont pas interdits lorsqu'ils sont discrets. Vous pouvez très bien avoir une petite étoile autour du cou, une croix. Vous pouvez très bien porter une main de Fatma. Vous pouvez très bien avoir un médaillon avec le marteau et la faucille, si c'est votre considération, l'idée politique qui vous intéresse. Mais ça vous regarde. Ça vous regarde. Sinon, on est dans du cloisonnement, dans des gens qui ne se parlent plus parce qu'ils n'ont pas les mêmes pensées. Et c'est pas le but de. Enfin, il me semble que c'est pas l'idée que je me fais d'un établissement scolaire. Après, on peut vous faire diffuser une petite vidéo qui explique un petit peu l'origine de cette loi. Hein. Ça dure 2-3 minutes et après on reprend si vous avez des remarques à ce que je viens de dire, d'accord ? Excuse-moi, tes questions sont très, très, très intéressantes, mais en classe, il y a des élèves qui, eux, ne peuvent pas assister ici en direct, et j'ai plusieurs questions là qui me sont posées depuis tout à l'heure. Donc, si tu veux bien laisser la parole à tes camarades qui sont en classe, je te remercie. Tu pourras, à la fin de la conférence, si tu as d'autres questions et que tu as l'impression de ne pas avoir été entendu, et si toutes tes questions n'ont pas trouvé de réponse pendant la conférence, il n'y a aucun souci, tu pourras donc parler aux intervenants. Je te remercie. Ah bon ? Ils ont pas entendu la première ? Ils ont entendu en fait par le micro, par le. D'accord, ok. Là, ça va marcher. C'est bon. On y va. Hein ? Où est le problème ? Les signes ne sont pas On de entend simples objets. Ils ont un. Le son du PC. Religieux, où est le problème ? Les signes ne sont pas de simples objets. Ils ont un sens pour ceux qui les portent et pour ceux qui les voient. Ce sont des symboles qui expriment des traditions ou des... Ils n'entendent pas. On va repasser sur l'autre. Je sais pas pourquoi c'était comme ça. On va dire, c'est sûr. On va le mettre à fond. Ah. Attention. Où est le problème ? Les signes ne sont pas de simples objets.
Ils ont un sens pour ceux qui les portent et pour ceux qui les voient. Ce sont des symboles qui expriment des traditions ou des choix idéologiques. Toutes les religions ont des signes de reconnaissance qui permettent d'identifier les croyants par ces marques d'appartenance. À l'inverse, des signes le sceau de Salomon pour les juifs, l'étoile à 5 branches pour les musulmans. Mais ils peuvent aussi changer de signification. Le voile qui recouvrait autrefois la chevelure et les épaules des femmes juives et les chrétiennes n'est plus la règle en Europe. Aujourd'hui, certains musulmans le revendiquent comme une obligation religieuse. Le signe est même devenu un symbole pour les intégristes, alors qu'il est combattu par des coreligionnaires au nom de l'émancipation des femmes. Les mêmes signes peuvent donc faire l'objet de prescriptions ou d'interdictions. Fondée sur la liberté de conscience, la laïcité garantit la diversité des expressions religieuses, y compris en manifestations visibles. La seule limite est celle de la conciliation des libertés. Ma liberté s'arrête à la tienne. Le signe religieux a des connotations différentes selon qu'il est porté dans un lieu de culte, sur la place du marché ou dans une école. L'exemple de l'école est le plus parlant. Après 9 mois d'audition de membres de l'éducation nationale, de dignitaires religieux, de médecins, de parents, de lycéens et de jeunes filles voilées, les 20 membres de la commission Laïcité et République, en 2004, ont changé d'avis. D'abord hostiles à une loi, ils ont conclu à la nécessité d'interdire non pas les signes discrets, mais le port de signes ostensibles, c'est-à-dire ceux qui manifestent une appartenance religieuse, pour l'imposer. Des élèves de convictions diverses doivent pouvoir se consacrer à la liberté d'apprendre. Ils doivent aussi être protégés contre les menaces que leurs parents, réfugiés par exemple, ont subies dans un pays d'origine. Mais aucune décision concernant un élève arborant un signe ostensible ne peut intervenir sans une conciliation préalable. Il n'y a aucune sanction automatique. Le droit à l'éducation est sacré. Le respect de l'autre dans sa différence est la règle au nom de la liberté de croire, de ne pas croire et de changer de conviction. Voilà, cette petite vidéo voilà, est assez intéressante. Elle reprend un petit peu tout. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Oui. Alors effectivement, dans tous les pays n'ont pas ce même type d'organisation, la gestion des établissements scolaires. Il nous semble que c'est extrêmement important de garantir une sérénité pour les élèves dans leur apprentissage sans qu'ils subissent de pression. Vraiment, l'idée, c'est évidemment que c'est important la liberté de chacun de pouvoir s'habiller comme il le souhaite, mais enfin, il y a une différence entre porter les habits qu'on veut et afficher des signes ostentatoires d'appartenance politique ou religieuse, souvent religieuse et politique en même temps, dans le but soit de convaincre, soit de vouloir convertir, soit de faire pression. Il y a quand même une différence assez évidente. Et là encore, ce qui compte, c'est l'intention. L'intention n'est pas la même lorsqu'on porte un petit signe autour du cou parce qu'on est fier de croire en telle ou telle chose, ce qui est tout à fait louable. À titre personnel, c'est d'ailleurs mon cas. Je porte un signe d'appartenance religieuse. Je ne vous dirai pas laquelle ça regarde que moi. Je ne vais pas me promener avec un drapeau en disant ma religion c'est la mieux, tout le monde devrait avoir cette religion. Ça regarde chacun, c'est pas le lieu. L'école, c'est pas le lieu de ce genre de surenchère et de prosélytisme. Oui, il y a également une idée fausse qui est propagée par les adversaires de la laïcité, c'est celle de est-ce que la laïcité discriminerait les cultes les plus récemment implantés, tels que l'islam par exemple. Donc, on vous a dit tout à l'heure que c'était absolument pas le cas, que toutes les religions étaient
étaient traités de la même façon. La vraie différence entre une religion ancienne, c'est-à-dire catholicisme, judéisme et puis le protestantisme, c'est le patrimoine. Alors, ce n'est pas le patrimoine cultuel, mais c'est le patrimoine culturel. Parce qu'on a toutes ces églises qui sont classées monuments historiques ou au patrimoine de l'UNESCO. Voilà. C'est un patrimoine qui nous appartient à tous, qui est commun, qui est universel et qui est accessible à chacun. Vous n'avez pas besoin d'être croyant pour aller visiter une église. Ça nous appartient à tous. Donc, voilà. Je suis convaincu qu'il n'y a aucun droit qui soit ouvert à certaines religions et qui ne le soit pas à d'autres. Voilà. C'est la même règle qui s'applique pour tout le monde. Voilà. Quand il y a des réponses discriminatoires ou c'est des délits de droit commun, quand il y a une atteinte à... Explique délit de droit commun. Oui. Explique délit de droit commun. Délit de droit commun, Oui. c'est peut-être pas évident. Que ça relève de la justice et puis qu'on porte plainte. Oui, bien sûr, c'est la justice. Voilà. Lorsqu'on porte atteinte à la dignité d'une personne en raison de son origine ou de sa religion, qu'elle soit réelle ou supposée, ça Jérôme l'a déjà dit, c'est un délit de racisme ou d'antisémitisme, et ça se passe devant le juge. Voilà. Et donc, un petit exemple sur l'approche du bouddhisme en matière de laïcité, parce que c'est une religion nouvelle. Et puis, on a vu ces dernières années la construction de près d'1 millier de pagodes, de monastères, d'aumôneries, et aussi la création d'une émission sur une chaîne publique. Voilà. Toutes ces choses-là se sont faites dans le respect des règles de laïcité. Ça n'a ému personne. Il y a eu il y a eu des permis de construire, des enquêtes de voisinage. Ça a été financé avec l'argent des fidèles. Et puis donc, les règles ont été respectées. Donc, il n'y a pas eu de souci. Est-ce que il y a une autre idée fausse qu'on entend souvent, c'est sur les est-ce que la laïcité aurait besoin d'un qualificatif qui soit genre ouverte, plurielle, positive, inclusive pour répondre aux évolutions de l'époque? Alors, effectivement, certains et dans le débat d'aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de laïcité, tout le monde s'autorise à parler beaucoup de laïcité. Et méfiez-vous quand on vous parle de laïcité ouverte, ça supposerait qu'il y ait une laïcité fermée. Méfiez-vous quand on vous parle de laïcité positive, ça supposerait qu'il y ait une laïcité négative, ce qui semble être un total contresens. Sur ce qu'on a dit de la laïcité, elle n'a pas besoin d'être qualifiée. Elle se suffit à elle-même dans sa définition. Je vais vous lire, juste parce que je trouve ça intéressant, pour citer Badinter, justement, qui nous dit, plutôt il l'a écrit, « Pour certains, la laïcité devrait être assortie d'un adjectif. On évoque une laïcité positive, comme si elle pouvait être négative, ou bien ouverte, comme si la laïcité était refermée sur elle-même, comme un cercle. Ou bien moderne, comme s'il pouvait y avoir une laïcité antique ou démodée. Méfions-nous des adjectifs. Ils servent trop souvent à cacher des arrière-pensées plus qu'à préciser la pensée. Tenons-nous-en au terme de laïcité, telle qu'en elle-même la République l'a forgée. » Ouais, j'avais continué là-dessus. Oui, parce que des fois, je prends des petites notes et puis j'ai du mal à me relire. Il ne doit pas y avoir de compromis avec le principe de laïcité. C'est un principe fondamental de notre République et c'est ce qui, pour résumer le fond de ma pensée, c'est la seule chose, c'est le seul principe qui peut nous aider à vivre ensemble dans nos différences. On nous dit tout le temps que les différences, c'est une richesse. Oui, c'est une richesse, les différences, mais c'est une richesse lorsque les gens sont capables de s'entendre.
Si vous mettez plein de gens complètement différents, avec des pensées complètement différentes dans une même salle, sans qu'il y ait forcément des règles dites ou comment dire, ou ressenties de volonté de pouvoir vivre ensemble, ça va être un foin pas possible, hein. La laïcité, elle permet le respect des individus dans leurs différences. Elle permet à nous tous, hein, avec nos pensées, nos valeurs, nos différences, nos manières de vivre, nos croyances, de vivre ensemble et de se respecter. Je crois qu'il y a peut-être quelques questions sur le chat. Oui, nous avons plusieurs questions d'élèves. Monsieur Conscience, Monsieur Defrane, vous avez parlé tout à l'heure de critiques sur les religions. Et la question est la suivante. La LICRA accepte-t-elle les insultes des religions? Tu veux répondre? Bon, Alors, s'il s'agit d'insulter une religion, alors il y a deux choses, parce que du coup, ça va toucher l'idée de blasphème. Est-ce qu'on peut dire d'une religion telle ou telle chose? Alors, on n'est pas obligé d'être dans les insultes, hein. La critique, c'est pas insulter, hein. Ça sert pas à grand-chose de dire qu'une religion, elle est conne ou on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas et là où on intervient, c'est quand on s'attaque aux croyants en tant qu'individus. Le dogme, ça regarde les religions. Nous, ce qui nous intéresse, en revanche, c'est si on s'attaque à quelqu'un parce qu'il est juif, parce qu'il est musulman, parce qu'il est chrétien ou parce qu'il est athée, parce qu'il y a ça aussi, hein. On peut aussi avoir des gens qui se font insulter, attaquer parce qu'ils ne sont pas croyants. C'est pas toujours, c'est pas que dans un sens. Et donc là, effectivement, on intervient comme on intervient de manière classique, enfin de manière classique, c'est affreux de dire ça, mais qu'on intervient quand il y a des cas de racisme ou d'antisémitisme. Mais critiquer, c'est pas insulter. Après, il suffit faut voir, c'est toujours une histoire de contexte. C'est une histoire et c'est là où c'est pas toujours évident. Souvent, on sort les choses de leur contexte et puis on dit oh là là, c'est atroce. Mais c'est bien des fois de remettre dans le contexte et puis d'avoir l'historique de ce qui se passe. Voilà, mais le droit au blasphème est un droit français, donc le droit de... On peut pas être condamné pour avoir critiqué une religion. Ça. D'ailleurs, c'est lorsque la France est allée sur le chemin de la laïcité et puis a justement combattu la religion, ça s'est fait aussi à travers les caricatures, à travers le blasphème, tout ça. Ça a été un des moyens de quitter l'influence de la religion à l'époque. Autre question, quelle est la limite entre l'antisémitisme et la caricature du judaïsme? Alors, Et on a une petite vidéo aussi. Ouais, une petite vidéo. Alors, caricaturer, on peut caricaturer toutes les religions. Caricaturer, c'est drôle parce que faire une caricature de quelqu'un, si vous amusez à faire la caricature de quelqu'un que vous connaissez, vous allez... alors souvent, on caricature quelque chose qu'on aime bien parce que du coup, on essaie de trouver et puis de grossir les défauts. Donc, il y a quelque chose, il y a une espèce de comment dire, de jeu. On peut caricaturer le judaïsme, ça pose aucun problème. On peut caricaturer le christianisme, ça pose aucun problème. On peut caricaturer toutes les religions sans que ça pose de problème. Sans que ça ça ne devrait pas poser de problème, en tout cas. Je vais juste dire quelque chose avant d'aller sur la question. Ce qui me paraît extrêmement grave aujourd'hui, c'est parce que qu'est-ce qu'on ne dit pas quand on pose ce genre de questions? En gros, ce qu'on ne dit pas, c'est que effectivement, on devrait pouvoir critiquer toutes les religions sauf l'islam. Alors, c'est ça qu'il y a en petit filigrane. Parce que ils sont susceptibles, parce que si, mais c'est affreux de penser ça. On est vraiment dans le racisme le plus vil, hein, de se dire une population
elle n'est pas assez intelligente, elle n'a pas assez d'humour, elle ne supporte pas qu'on critique sa religion, mais ça veut dire quoi? Et surtout, Ça veut dire, on les ramène juste à leur notion de musulmans. voilà, Hein, c'est de l'essentialisation, de la on a, catégorisation. on est tous plein de ressources, plein de pensées. Moi, enfin, on trouve ça, extrêmement atroce de considérer qu'un groupe de personnes devrait être traité différemment parce que, faut faire attention. Faut faire attention de quoi? Heureusement qu'on peut critiquer toutes les religions pareilles. Heureusement. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qui fait tout le monde, des citoyens sur le même pied d'égalité. Alors, pour en revenir après sur l'antisémitisme, l'antisémitisme, ça n'a rien à voir avec une caricature du judaïsme. Quand on caricature, le but, ce n'est pas de détruire. Dans l'antisémitisme, on s'attaque à quelqu'un parce qu'il est juif. De la même manière qu'on s'attaquerait à quelqu'un parce qu'il est noir, parce qu'il est asiatique, parce qu'il est blanc. On s'attaque à quelqu'un pour ce qu'il représente, pour ce qu'il est. Je vois pas trop le rapport qui peut y avoir entre la caricature du judaïsme et l'antisémitisme. Est-ce qu'on passe cette vidéo ou pas sur Ouais, on peut. Un petit peu, Alors, ouais. avant que vous passiez une vidéo, une dernière question. Quelle est la différence entre la discrimination et le racisme? Alors, effectivement, quand on parle de discrimination, et puis vous avez déjà entendu parler de discrimination, c'est on traite quelqu'un différemment par rapport à ce qu'il est. On peut parler de discrimination positive, hein. Bon, on ne peut pas parler de racisme positif. Vous avez tous entendu parler des discriminations positives à l'époque où c'était dans les tuyaux des gouvernants de faciliter l'accès à l'enseignement supérieur d'élèves issus de milieux sociaux plus ou moins défavorisés. Et donc il y avait la volonté de réserver des places pour des gens qui n'auraient jamais eu accès la à des discrimination grandes- positive? C'est la discrimination positive. Alors s'il y avait qu'une différence qu'on puisse faire entre racisme et discrimination, on pourrait déjà aborder celle-ci. Je n'ai jamais entendu parler, enfin, j'imagine pas qu'on puisse parler de racisme positif, hein. Il y a dans le racisme quand même toujours quelque chose qui relève de s'attaquer à quelqu'un de manière extrêmement malveillante, parce que l'image qui nous renvoie nous est insupportable. Je ne supporte pas l'autre parce qu'il est différent de moi et je veux le détruire, en gros, ou en tout cas je veux lui nuire. Dans la discrimination, on rejette quelqu'un parce qu'il est différent. Non, c'est pas qu'on le rejette, on le rejette pas forcément, on le traite différemment. On le discrimine, on le traite différemment. Donc effectivement, la plupart du temps, ça va pas dans le bon sens. La plupart du temps, on va parler de discrimination à l'embauche, on va parler de. Mais alors je dis pas que c'est bien, mais il peut y avoir de la discrimination positive. J'ai jamais trouvé que c'était quelque chose de très bien, mais bon, ça s'est fait, ça a dû servir certains. Oui, c'est pas dans notre culture. On vous propose de revoir une petite vidéo sur justement peut-on rire de tout? Peut-on rire de tout, y compris des génocides? Le genre humoristique autorise l'outrance, la caricature, la déformation des faits ou encore la provocation délibérée. Le registre de l'humour permet traditionnellement une grande liberté de ton et de parole consacrée par la liberté d'expression. Il n'interdit par nature aucun sujet, même les plus dramatiques. Leur traitement sur un mode léger, ironique ou cynique peut contribuer à œuvrer contre l'intolérance, à exorciser la haine ou simplement à faire rire. Rien n'interdit de fait aux humoristes de s'emparer de ce type de sujet, l'humour noir étant le genre qu'ils privilégient souvent. Il importe toutefois, pour demeurer dans le registre de l'humour,
que les intentions de l'artiste soient claires, qu'il ne soit pas, par exemple, soupçonnable de malveillance, qu'il ait introduit dans son sketch la distance nécessaire pour ne pas heurter le public, que l'objectif de faire rire n'attente pas à la mémoire et à la dignité des victimes, que l'idéologie ne constitue pas le soubassement de la démarche artistique. Si l'humoriste est connu pour ses attaques répétées à l'encontre d'un groupe de personnes, les références appuyées à une mémoire douloureuse peuvent s'apparenter à de la provocation, de la haine. L'invocation du droit à l'humour et à la caricature sert alors de prétexte ou d'excuse. L'introduction du doute dans les sketchs, sur l'existence des chambres à gaz par exemple, ou l'utilisation d'un langage ambigu ou codé, peut transformer un sketch en discours idéologique. Il aura beau faire rire une partie du public de connivence avec l'artiste, il ne sera pas moins problématique, voire délictueux. Rire des génocides n'est pas la même chose que rire avec ceux qui doutent des génocides ou les nient. À ce titre, l'invitation du négationniste Robert Florisson, sur une scène parisienne par Dieudonné Mbala en 2008, a jeté spectaculairement le discrédit sur un mélange mortifère, condamnable et effectivement condamné, d'humour et d'antisémitisme explicite. Comme d'autres genres, l'humour est dévoyé lorsqu'il devient purement et simplement de la propagande. Bon, c'était pour répondre plus précisément à la question précédente. Donc, dans les limites de la liberté d'expression, hein, on a dit qu'il y avait tout ce qui atteignait la personne directement, mais il y a deux exceptions. Hein. Il y a ce qu'on appelle réinventer l'histoire, c'est ceux qui font du négationnisme, qui disent par exemple que la Shoah n'a pas eu lieu, que les chambres à gaz n'ont pas eu lieu. Ça, c'est ou que d'autres génocides comme l'Arménien n'a pas eu lieu. Tout ça, voilà, c'est interdit parce que c'est voilà, ça porte atteinte aux victimes notamment. Puis la deuxième chose, c'est aussi l'apologie du terrorisme. Ça, c'est quelque chose aussi qui est interdit. Voilà, en fait, en France, on peut rire. On dit souvent on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Il y a un peu de ça. Il y a quand même une grande tradition de liberté d'expression, d'humour, de caricature, depuis au moins depuis Molière. Mais effectivement, on peut rire de tout dans les limites de la République, hein, et de ses valeurs. Alors on peut titiller la limite, c'est ce que certains humoristes font. Lorsqu'il y a plainte, lorsqu'un sketch est jugé trop limite, entre guillemets, comment ça va être instruit, comment ça va être défendu? Ça va être l'histoire du contexte. Est-ce que le but de l'artiste, c'est de faire rire ou c'est de nuire? Est-ce que le but, ça va être d'être drôle ou ça va être d'être dans une propagande politique visant à s'attaquer à une catégorie de personnes? C'est ça qui va faire la différence. C'est le but du sketch. Dieudonné, il était drôle quand il était avec Elie Semoun. Ses sketchs étaient plutôt drôles, il était plutôt habile. Mais il y a un moment, il y a eu un glissement. Il était il était plus dans son rôle de comique. Hein. Il était dans une espèce de volonté de se venger, de s'attaquer à une population, dans une sorte de propagande nauséabonde, de propagande politique. Hein. Il a commencé à soutenir des listes politiques. Voilà, on n'est plus dans le comique. Hein. On passe dans autre chose. Une petite question. Une question d'un élève. Pourquoi dans les universités a-t-on le droit de porter le voile et pas dans les lycées?
Alors, il y a plusieurs raisons. Alors déjà, à la LICRA, on est partagé sur la question, puisqu'on nous avait demandé de réfléchir à savoir est-ce qu'il fallait interdire les signes ostentatoires en université, comme ça l'est dans les établissements scolaires type lycée, collège, etc. Alors, on n'est pas toujours d'accord, la LICRA, c'est pour ça qu'on vote. Et donc là, j'ai le vote. 26 pour l'interdiction, 15 contre et 0 abstention. Donc majoritairement, on penchait plutôt du côté d'interdire, sur le modèle de ce qui peut se passer dans les lycées, d'interdire à la faculté les signes d'appartenance visuelle. Les signes d'appartenance visuelle, ostentatoire d'appartenance politique ou religieuse. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre l'établissement scolaire, collège, lycée et les universités? Déjà, c'est pas la même population. Il n'y a pas d'élèves mineurs, il n'y a pas d'étudiants mineurs. On s'adresse uniquement à des majeurs, à des gens qui votent, à des gens qui n'ont pas la même maturité. Après, nous, à la LICRA, comme je vous l'ai montré, on n'était pas forcément tous d'accord. Ce qui ressortait quand même, c'était le fait de considérer que oui, des signes d'appartenance discrets, oui, mais si on affiche de manière ostentatoire soit son opinion politique, soit son opinion religieuse, on n'est plus uniquement à la fac pour s'instruire et puis pour recevoir un enseignement. On est aussi là pour faire de la politique, pour influencer les gens, pour essayer de convaincre. Je suis pas sûr que ça soit. Je suis pas sûr que la majorité des étudiants veuillent aller à l'université pour se faire bourrer le crâne par telle ou telle personne qui voudrait convaincre les autres qui détient la vérité absolue. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit le but de l'université. J'ai bien envie de vous passer la vidéo de Robert Badinter avant de se faire piéger par le temps. Donc, c'était le garde des Sceaux qui a aboli la peine de mort en 81. La laïcité garantit à tous les élèves et à tous les niveaux un enseignement consacré au seul culte du savoir La laïcité dans notre République, c'est d'abord l'expression de notre liberté, car la laïcité permet à chacun de pratiquer la religion de son choix ou de n'en pratiquer aucune selon sa conviction. La laïcité dans notre République, c'est aussi l'égalité entre toutes les religions. Il n'existe pas dans la République de religion d'État ou de religion officielle. Elle les reconnaît toutes et n'en privilégie aucune. La laïcité de notre République, c'est enfin la fraternité. Parce que tous les êtres humains, femmes ou hommes, quelles que soient leurs croyances ou leurs opinions, méritent une égale considération et appellent un même respect. C'est pourquoi en France, l'école de la République est laïque, car la laïcité garantit à tous les élèves et à tous les niveaux un enseignement consacré au seul culte du savoir et de la recherche qui forge les esprits libres et ouverts au monde. Merci beaucoup, Monsieur Conscience, Monsieur Defrane, pour vos interventions.
la musique. Pardon. Ah, Je peux juste dire 2 mots? Bien sûr, Alors, Monsieur Conscience, je bon vous là, en prie. l'heure de ça a sonné la récré, je crois, c'est ça. On va pas continuer. Après Badinter, c'est voilà, une sorte d'hommage qu'on peut lui rendre de passer sa petite vidéo à la fin, et ça serait malvenu de continuer après. La seule chose que je peux vous dire, c'est déjà merci d'avoir été là, et puis de nous avoir écoutés et d'avoir rendu ce moment vivant en posant des questions. C'est toujours la crainte quand on fait une intervention, qu'on soit les seuls à parler et qu'on a l'impression qu'il y ait personne en face. Donc ça, premier point, c'est plutôt intéressant et sympa. Deuxième chose, évidemment, si le lycée, si vos professeurs souhaitent qu'on vienne, alors ce ne sera pas forcément nous, souhaitent qu'il y ait des interventions LICRA qui soient faites au sein de l'établissement, ce sera avec plaisir que nous viendrons dans des moments d'échange plus humains, peut-être, en classe, enfin plus humains, en tout cas plus convivial, je dirais, ou en tout cas où l'échange est facilité parce qu'on serait dans une salle de classe. Donc ça sera avec plaisir qu'on se reverra si on nous invite. Voilà, je vous remercie. Au revoir. merci. Merci à vous. Attendez avant de partir, s'il vous plaît. 2 petites secondes, merci. Merci.